Bouquin et café, c'est parti pour un update lecture. Alors aujourd'hui je vais vous parler de pas mal de romans puisque j'ai... Attendez, j'essaye de les attraper avec mon café d'une main, c'est acrobatique. J'ai 5 lectures à vous présenter. Il y a 2 thrillers policiers, polars, un inclassable, un graphique et un fantasy. Donc je vais vous les présenter, je pense. Alors il n'y a pas vraiment d'ordre. Il y en a un que j'ai moins aimé, beaucoup moins j'allais dire, mais que j'ai moins aimé. Donc je vais commencer par celui-là. Et après, ouais, il y a un peu un ordre. Donc je vais essayer de vous présenter un petit peu ça dans l'ordre dans lequel je les ai le plus appréciés ou non. Je vais commencer, le premier par lequel je vais commencer, c'est Le Cri de Nicolas Beuglet. J'ai posé mon café, ce sera beaucoup plus pratique. On va suivre ici une jeune femme qui s'appelle Sarah Geringen, qui est en Norvège. Et elle est appelée pour une histoire un peu bizarre qui s'est passée dans un hôpital psychiatrique près d'Oslo. Donc elle arrive là-bas et elle découvre qu'il y a eu un mort, mais c'est pas très clair. On lui dit que c'était un suicide, mais non. Enfin, il y a vraiment une espèce d'histoire un peu chelou. Et donc c'est une jeune inspectrice. Quand on arrive au début du roman, on sent qu'il y a un point de non-rupture qui est en train de se passer avec son compagnon. Et en fait, on va suivre Sarah dans cette enquête qui va être très vite prendre un rythme extrêmement haletant en fait. Donc les 100 premières pages, on est vraiment avec Sarah dans cet hôpital psychiatrique et avec une ambiance très confinée. Et donc Sarah, elle va se retrouver vraiment perturbée par rapport à qui est cet homme et pourquoi est-ce qu'il y avait des choses si étranges, pourquoi est-ce qu'il y a autant de choses aussi étranges autour de sa mort. Les 100 premières pages, moi j'ai adoré, j'étais vachement dedans, vraiment, j'étais là, limite c'était très addictif, j'adorais vraiment le personnage de Sarah, je trouvais ça hyper intéressant. Et puis Sarah se retrouve à voyager et elle va faire une rencontre, parce qu'elle va changer de pays. Et là, le récit pour moi, c'est après les 100 premières pages, oui, change complètement de tonalité en fait, on change complètement de style. Et on va vers autre chose. Et là, le personnage de Sarah, j'ai commencé à m'en détacher beaucoup. Et puis, j'ai commencé à lui trouver des défauts. Par exemple, bah tiens, c'est marrant, c'est un comportement pas très typique du genre féminin. Ouais, ça fait un peu stéréotypé ce que je dis, mais dans le sens où je suis une femme et il y a des trucs quand même, je trouve que c'est un peu gros, quoi. J'aurais... Bon, peut-être que Sarah et moi sommes très différentes, mais il y a quand même des choses qui m'ont dérangée. Et après, j'ai un peu fait focus dessus. Et j'ai eu beaucoup de mal à suivre le reste. J'ai trouvé l'enquête extrêmement convenue. Et ça m'a déçue parce que j'avais vraiment beaucoup aimé ces 100 premières pages, parce que je ne m'attendais pas à ça. Parce que je pensais qu'il y aurait quelque chose de plus... Alors, c'est pas forcément haletant parce que là, effectivement, il y avait beaucoup de rythme. Hein. C'était vraiment, on était sur de la course-poursuite. Voilà, c'était... Mais en fait, c'était trop. Et puis, c'était vraiment... c'était un peu cliché, quoi. Un peu cliché au niveau des personnages. Et surtout, vraiment, le personnage de Sarah. Donc, j'ai les 2 autres tomes dans ma pile à lire de cette trilogie. Et je les lirai. Enfin, je donnerai au moins sa chance au numéro 2. Parce qu'il y a des choses que j'ai bien aimées. Clairement, bah, les 100 premières pages, j'étais limite à me dire ça va être un coup de cœur, quoi. Mais il y a eu vraiment ce truc de... C'est quand même pas très fin. Voilà, ça m'a navré, ça a manqué un peu de finesse. Donc, on va rester ensuite dans le polar, en fait, dans le policiard poli. Ça veut rien dire, dans le policier polar. Donc du coup, je vais vous présenter Le sang des Belasco de Christelle Duchamp, que j'ai acheté parce que... Pour ceux qui me suivent en vlog, je n'avais que le cri un jour et je voulais vraiment plus le lire. J'étais vraiment... je crois que c'est celui-ci, oui, qui m'a fait lever les yeux au ciel, genre, ouais, vraiment genre... pas celui-ci, mais le cri. J'ai donc été voir ma libraire qui m'a conseillé Le sang des Belasco, que j'avais vu pas mal tourner, donc voilà, qui m'intéressait pas mal. Je connaissais pas le pitch, je l'ai acheté et je l'ai lu direct. On va suivre ici la famille Belasco. La famille Belasco, c'est une famille avec 2 parents et 5 frères et sœurs. Il y a 3 garçons et 2 filles. Et on sent que... Alors au début, c'est la maison qui parle. Ça, je trouvais ça hyper intéressant. Et en fait, on va suivre cette famille parce que le père est décédé.
quelques temps avant, et il va y avoir l'ouverture, alors c'est pas le testament je crois, c'est peut-être le testament, mais l'ouverture d'une lettre en tout cas. Et donc du coup, ces 3 frères et sœurs se retrouvent dans cette maison, et il va y avoir une espèce de huis clos avec ses frères et sœurs, et en même temps on va suivre un autre personnage un peu plus après dans le récit, dans l'histoire, et évidemment ça va être le moment où va éclater toutes les problématiques qu'il y a pu avoir dans cette fratrie, toutes les histoires qui ont été enterrées, tout ce qu'on a voulu cacher, tout ce qu'on n'a pas voulu se dire. Et en fait, tout va éclater à travers des petites piques, des petites choses bien caractéristiques, vous savez, à ces repas de famille où il suffit qu'il y ait un petit verre en trop et hop là, c'est parti, tonton Roger part en sucette et là, le repas, je vous dis pas comment, c'est la catastrophe. Ben, c'est exactement ça. Et donc, c'était super intéressant de voir la psychologie des personnages. J'ai été un peu surprise par le dénouement, mais finalement, c'est pas tant le dénouement que de voir... Il y a un côté poisseux à cette lecture, mais poisseux gentil quand même. Poisseux mignonné. Mignonné, faut pas exagérer non plus, mais poisseux dans le sens, ils vont loin, quoi. La fratrie, elle va loin et les rancœurs personnelles peuvent être bien ancrées. On le voit dans ce bouquin, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé l'écriture de Christelle Duchamp et j'ai bien aimé la façon dont elle a mené la psychologie des personnages et toute la trame de cette histoire. Donc évidemment, je relirai cette autrice. Alors après, je vais continuer dans le policier polar, même si, vous allez voir, c'est un peu étrange parce qu'on ne pense pas que c'en est un. J'ai lu Demain et le jour d'après de Thomas Sweterlich. Oh, je l'ai dit bien du premier coup, dis donc, je m'y attendais pas. Sweterlich chez Albin Michel Imaginaire, pardon, avant c'était chez Pocket et l'Archipoche. C'est un livre que j'ai reçu via Albin Michel Imaginaire, que je remercie encore une fois. Pour moi, j'étais dans un livre post-apocalyptique. La couverture, pour moi, c'était du post-art. Le titre, clairement, Demain et le jour d'après, on est bien sur... on n'est pas sur, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qui fait pas du tout... Bah tiens, Les Oubliés du dimanche, par exemple, ça fait le livre de Valérie Perrin fait pas du tout post-art. Bon, bah là, typiquement, pour moi, on me donne un cadre, on me donne un titre. Mais l'auteur, il a écrit un livre qui s'appelait Terminus, donc a priori, quand même, on est quand même là-dessus. Je lis la 4e de couve. John Dominic Blackstone, éditeur de poésie prometteur, a perdu sa femme enceinte dans l'attentat nucléaire qui a rasé la ville de Pittsburgh. Posta, quoi. Bien d'accord. Eh bien, en fait, c'est pas tout à fait ça. Et c'est ce qui m'a le plus déstabilisé dans ce roman, c'est-à-dire qu'on est dans un livre pour moi, c'est un thriller SF. On est dans un monde pas post-art en fait, puisque la ville de Pittsburgh, et uniquement la ville de Pittsburgh, a été rasée suite à un attentat nucléaire, et dans lequel John Dominic a perdu sa femme, effectivement. Et en fait, lui, il va être dans ce passé, il va vivre dans ce passé où on peut retracer en fait en permanence ce que les gens ont vécu, grâce à une espèce de plaque. Alors, moi, je l'ai figuré comme ça. En fait, les hommes avec un grand H, ont une plaque qui est reliée à leur rétine. Et donc, en fait, tout ce qu'ils voient est enregistré. Et en fait, on ne voit plus la vie sans ces lentilles. On ne voit que la vie augmentée. Tout est toujours augmenté. Et John Dominic, comme il a regardé sa femme, toute leur vie commune, en tout cas, à travers ces lentilles, il peut passer son temps à la revoir. Donc, à la suite de son décès, il va plonger dans des addictions pour toujours essayer de revivre à travers une espèce de forme d'hologramme. Moi, c'est comme ça que je le visualisais, sa vie avec sa femme. Et jusqu'à aller très loin, parce qu'à un moment donné, il se retrouve à perdre son emploi, puisque il continue. J'ai eu un petit bafouillage, donc je rembobine. Il a perdu sa femme et il va retracer sa vie avec elle. Et en fait, après l'attentat, il se retrouve à devenir enquêteur. Donc le principe, c'est qu'il va enquêter, le principe d'enquêteur, sur le décès de certaines personnes pour les assurances. Et en fait, il va retracer leur parcours à travers ces repères, ces enregistrements-là. J'allais dire olfactifs, pas du tout, ces enregistrements visuels. Et donc, du coup, il va retracer la vie des personnes qui sont mortes pour essayer de comprendre pourquoi elles sont mortes et si c'est justifié pour la famille de toucher l'assurance. Un jour, il va trouver le cadavre d'une jeune fille et en grattant un petit peu sur le pourquoi du comment elle est morte, il va se retrouver dans un gros tas d'embrouilles et ça va être une longue suite d'embrouilles et de complications dans sa vie. C'est à peu près le pitch de départ. Ça, c'est ce qu'on apprend assez rapidement. On voit... Alors,
ce qui est tout de suite très très flagrant, c'est qu'on est dans un monde futuriste hyper glauque où, les êtres humains sont ultra sollicités à longueur de temps par des stimuli, je ne sais pas si je peux le dire sur YouTube parce que je crois que je vais être censurée si je le dis, ça commence par P et ça finit par no, orno, voilà. Et donc du coup à longueur de temps ils ont cette espèce d'agression visuelle là, donc au bout d'un moment les gens les voient même plus en fait. Et John Dominic, alors déjà on le voit à travers ses yeux, donc on voit ça, déjà c'est voilà, c'est quand même un peu, c'est pas, wow, c'est pas les bisounours. Et en plus, ce personnage est quand même très très sombre, il a perdu sa femme et il veut plus vivre, quoi. Il veut plus vivre, mais il veut pas non plus mourir, donc il est très très étrange. Et ce monde n'est pas très beau, et donc on est plongé là-dedans, et surtout très vite ça va partir dans un polar, et hormis, il y a je pense une 50aine de pages où on est vraiment dans la catastrophe, on va dire dans le dernier quart. Hormis ça, ça pourrait être dans n'importe quel monde futuriste, sans parler de post-it en fait. Et voilà, c'est le seul petit, enfin c'est pas le seul petit, c'est pas que c'est un défaut, c'est que ça m'a dérangé parce que moi j'étais partie sur une lecture dans un genre et c'était pas du tout le cas. Après c'est un récit qui est super bien écrit, c'est clairement très poisseux, c'est clairement, il y a eu la fin j'ai fait genre, c'était horrible. Il y a des moments genre âme sensible s'abstenir, mais pas âme sensible dans le genre, dans le post-art. Non, non, dans le genre la déchéance humaine, quoi. Et des trucs genre vraiment, j'étais là, waouh, hard, quoi. Donc voilà, j'ai été un peu surprise par la tournure de ce récit, mais une fois qu'on le sait, je pense que c'est beaucoup moins déstabilisant. Donc je pense que je relirai cet auteur parce que j'ai bien aimé sa plume. Et je me suis sentie vraiment hyper ancrée dans cette réalité. Et pourtant, elle n'est pas du tout comme la nôtre, en fait. Donc, c'est comme quoi, c'est vraiment... ça a bien fonctionné, quoi. Je me suis sentie très oppressée. J'avais des problèmes d'air. Hein. J'étais oppressée. Et cet auteur m'a oppressée. Mais c'était une bonne lecture. Mais toujours ce truc déstabilisant de « ouais, mais c'était pas ça pour lequel j'avais signé au départ ». Un peu dérangeant. Alors, je ne vous ai pas du tout montré les lectures dans l'ordre dans lequel j'ai pu les effectuer, parce que c'est l'une des premières que j'ai effectuées. L'invention du cocabré de Brian Selznick. Alors là, on est chez Bayard. Alors, ce livre, en fait, il a toute une histoire pour moi, parce que je travaille dans une... pour ceux qui me suivent depuis un moment, je suis professeur de musique en grande partie, pas que, mais en grande partie, et professeur de trompette, et je vais dans des écoles de musique, des fois, qui sont dans des librairies, dans des bibliothèques, parce qu'on a des lieux de vie communs. Et notamment, je suis dans une salle où je voyais tout le temps ce bouquin, et des fois je regardais, alors déjà je trouve cette couverture absolument magnifique, ce dessin, enfin ce visage, il est extrêmement bien fait. Et donc je l'avais feuilleté une ou deux fois, je disais, ah, ça a l'air pas mal et tout ça. Donc je l'ai réservé à ma bibliothèque. Et c'est un livre, alors c'est plus qu'un livre en fait, c'est une expérience. C'est un livre dans lequel les dessins prennent tout leur sens et ne viennent pas seulement illustrer le propos de l'auteur. D'ailleurs, Brian Selznick, c'est lui qui fait les dessins et qui fait les textes. Il y a un film de, alors je sais plus si c'est Coppola, je sais plus quel est le, Scorsese. Il y a une adaptation qui a été faite par Scorsese que moi j'avais beaucoup aimé, mais ça ne vaut pas du tout le bouquin. Parce qu'il y a vraiment l'expérience qui vient mêler entre d'un côté le dessin et d'un côté l'histoire. En fait, on va suivre l'histoire de ce jeune garçon, Hugo, qui habite dans une gare à Paris. Et son travail, ça va être de remonter les pendules, de vérifier que toutes les pendules fonctionnent. Il vit à Paris en 1931. Et en fait, on va le suivre dans sa solitude et on ne sait pas trop ce il erre un petit peu dans cet endroit, il chaparde des choses, mais on ne sait pas pourquoi. On découvre très vite qu'il a un espèce de projet secret, mais on le découvre au fur et à mesure. Je ne vais pas forcément vous en dire plus, mais ce qui est vraiment hyper important, je pense que je vous ferai des inserts, ce qui est vraiment hyper important dans ce bouquin, c'est de comprendre que l'auteur va nous mener d'une façon très subtile. Donc il y a de l'écrit, et tout d'un coup, l'écrit s'arrête. La première fois que c'est arrivé, j'ai cru qu'il y avait un bug, j'ai dû relire en fait. L'écrit s'arrête et la suite voilà, hop, on a ça par exemple. Et à la suite, on a un dessin qui raconte la suite. Mais l'écrit suivant
prend le parti que vous avez eu un bout d'histoire qui a été raconté par les dessins. Donc, il ne va pas décrire ce que vous avez vu par les dessins. Des fois, oui, mais souvent, non, en fait. Donc, c'est assez déstabilisant, parce que moi, j'ai déjà vu des romans illustrés, mais j'ai pas... là, c'est vraiment très particulier. C'est vraiment... l'auteur se sert vraiment du dessin, quoi. Et il s'en sert de manière pas toujours de la même façon. Il y a des jeux qui sont faits avec les ombres. Tout est fait dans des nuances de gris, noir et blanc. Et c'est absolument magnifique. Donc, c'est une lecture que j'ai trouvée très, très magique. Très belle, un petit peu mélancolique. Et j'ai beaucoup aimé suivre ce petit garçon, Brian. Et pas Brian, Hugo. Brian, c'est l'auteur. Ce petit garçon, Brian, c'est l'ethnique. Non, pas du tout. J'ai beaucoup aimé suivre les aventures d'Hugo. J'ai beaucoup aimé les personnages. Même si c'est un peu déstabilisant parce que c'est une lecture un peu particulière. Mais voilà, c'est vraiment une expérience. Si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à le lire. Ça se lit assez vite parce que, bon, il y a beaucoup d'écrits, mais il y a beaucoup de dessins. Mais voilà, c'est vraiment une superbe lecture. Regardez, je ne suis pas du tout cadrée. J'ai gardé le meilleur pour la fin, mais alors celui où je vais m'amuser pour vous l'expliquer. Mais bon, voilà, c'est parti. J'ai lu le premier tome des Archives de Rochard de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Alors moi, j'ai déjà lu sa saga autour du Fils des Brumes. J'ai lu l'année dernière, dans le cadre des pavés, j'ai lu Elantris. Et voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup les univers où il nous amène. Et j'aime beaucoup le fait qu'à chaque fois, il y va, genre, il nous met des pavés, quoi. On n'est jamais sur du petit roman de 50 ou 200 pages. Un roman de 50 pages, ça fait un peu court. Bref, on va suivre ici deux personnages au début. On va suivre Kaladin, ou Kaladin. Kaladin, un jeune homme, pas un jeune garçon, un jeune homme qui est dans une armée et va se retrouver dans une autre situation assez rapidement. Donc on va suivre cet homme-là et d'un autre côté on va suivre la jeune Shallan qui elle atterrit à Mairie, je ne sais plus comment on dit, bon bref, descend d'un bateau pour arriver dans un autre monde où elle va chercher, elle veut être reçue par une érudite et elle veut devenir son apprentie. Donc en gros on va suivre ces deux personnages-là, après on va suivre d'autres personnages. Mais en gros, on est dans un monde où les pierres ont un pouvoir. J'essaye de ne pas dire n'importe quoi. Et on va suivre voilà, différents personnages. Il y a différents peuples. Et je ne peux pas tellement vous en dire plus. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai eu un attachement très très fort à Kaladin. Et Shallan un peu moins, mais surtout Kaladin. Dont j'aime énormément les valeurs et que j'aime beaucoup. Il a une façon, voilà, d'être qui est très particulière. J'ai pris des notes parce que je ne lirai pas le tome 2 tout de suite et comme j'ai pas envie de ramer trop quand je vais lire le tome 2, je me suis dit je vais quand même me prendre quelques notes. Je ne peux pas tellement vous en dire plus. Ce que je peux vous dire, c'est que Brandon Sanderson peut être impressionnant, toujours par ses longueurs. Enfin, pas ses longueurs, mais ses longueurs de bouquin, quoi. Il est très, très gros. Mais ça se lit très, très facilement. C'est une plume qui est toujours très accessible. Des fois, on a un petit peu de mal à comprendre l'univers, mais j'avais déjà ressenti ça dans Elantris. Il y a tellement de répétitions. C'est tellement... Il nous immerge tellement dedans qu'au bout d'un moment, ça s'éclaire et ce moment est assez rapide, en fait. Donc, il ne faut pas avoir peur. Si vous avez peur de lire Brandon Sanderson, je ne sais pas par lequel vous conseillez parce que j'en ai pas lu assez. Elantris, c'est un tome unique. L'avantage, c'est que c'est un tome unique. Là, on est beaucoup moins dans des jeux politiques, je trouve, que dans Elantris. Et on est sur quelque chose... Alors, a priori, il a mis énormément de temps à l'écrire. Il le dit à un moment donné qu'il l'a mûri pendant, je ne sais plus, 15 ans, 20 ans. Voilà. Il a... On ne s'est pas expliqué, mais je ne sais plus où c'est dit, mais à un moment donné, c'est dit qu'il a passé vraiment énormément de temps à mûrir cette saga. Et en même temps, le premier tome, c'est déjà hallucinant le travail qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, il y a un travail, oui, j'ai oublié de vous le dire, il y a un travail énorme qui est fait par la traductrice. Je crois que c'est Mélanie Fazi. Exactement, c'est Mélanie Fazi. Et je tiens à le souligner parce que traduire Brandon Sanderson, ça doit être très très particulier. Déjà, traduire de la fantasy, ça doit être assez complexe. Mais son univers où tout, il invente tout, ça doit être chaud quand même. Et c'est ça qui est intéressant chez Brandon Sanderson, c'est qu'on sort des sentiers battus de la fantaisie traditionnelle. Les personnages ne vont, enfin c'est pas qu'ils vont jamais là où on les attend, mais ils vont pas dans des endroits conventionnels,
Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ces bouquins. La place des femmes est toujours très très importante et c'est à souligner parce que pendant très longtemps, la place des femmes dans la fantasy était assez minable. Elle était assez... c'était l'objet en fait, l'objet, le faire valoir. Et là, c'est pas du tout le cas. Ça me fait penser d'ailleurs à Andrzej Sapkowski, l'auteur du Sorceleur, avec ce côté très... en fait, il y a des hommes, il y a des femmes, et c'est deux peuples, enfin, de genres égaux, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas forcément uniquement arrêté à ces genres-là, même si dans celui-ci, je me rappelle plus, mais bon, bref, on peut partir là-dedans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment, c'est important de souligner que c'est subtilement fait. Toute l'œuvre, je trouve, à chaque fois, les livres de Brandon Sanderson, c'est subtilement fait. Et vous voyez, j'ai commencé cette update lecture en disant que j'avais des problèmes avec un auteur et ses stéréotypes. Et bien là, c'est exactement l'opposé. Et je suis contente de terminer par celui-là, justement pour vous montrer les deux opposés exacts de... en fait, on n'est pas obligé de laisser les personnages, quel que soit leur genre, de les enfermer dans un espèce de carcan de réaction où c'est toujours la même chose. Justement, on peut sortir de tout ça et aller vers autre chose. Mais que ça soit pour les femmes, mais que ça soit aussi pour les hommes. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que les personnages également masculins ont une profondeur et une palette de sentiments qui va être très vaste chez Brandon Sanderson, et justement, ça fait du bien. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette update lecture qui fut plutôt productif là ces derniers temps. Le prochain sera composé uniquement de mes petites lectures puisque j'entame le... Enfin, non, je dis ça, mais peut-être pas. Mais là, j'ai entamé aujourd'hui, hier, le petit mois petite lecture que je vous présenterai évidemment bientôt. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette update vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un de ces livres que vous aimeriez lire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le livre qui vous tente le plus dans ces 5 et quel est celui qui vous tente le moins dans les 5. Alors, évidemment, c'était mon avis, mais vous n'êtes pas obligé de suivre, évidemment. Enfin, dites-moi ceux qui vous correspondent à vous. Et n'hésitez pas également à me mettre en commentaire qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment, parce que j'aime bien savoir. Écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, un bon mois, une bonne année. Je vous dis évidemment à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!